démarre. Voilà. Donc alors, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui, ce soir. Là. Donc ce soir, je vais faire une répétition de la grande conférence que je vais donner à Orsay. T'as démarré ou pas? Oui, ça marche là. Donc la semaine prochaine, le samedi 2 octobre, je donne une grande conférence à Orsay sur l'anthropocosmos. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot? Bon, vous connaissez le mot cosmos, c'est ce qui tient tout. Ils arrivent. Et l'anthropocosmos signifie que l'humain et la Terre. Ça va, attends un peu, c'est les gens qui arrivent. Mais je vais répéter parce que vous allez répéter, il y a un contrôle des connaissances. Ah oui, moi je suis comme ça. Bon, donc autrement dit, nous serions uniques dans l'univers. Alors comment je peux affirmer ça? Il y a des preuves qui se sont accumulées terribles, que je vais vous présenter. Mais je trouve que tu es un peu rapide parce qu'entre le moment où on s'était vu il y a peut-être. Oui, j'ai changé complètement de. Attends, je veux dire, en 5 ou 6 mois, comment en 5 ou 6 mois tu as pu. Ah ben vous allez voir. Non mais attends, je t'écoute. Ça va venir. Comment en 5 ou 6 mois tu as pu avoir toutes les informations qui te permettent de dire que nous sommes. Oui, parce que je suis tombé sur un texte de Charles Funk-Haley. Charles Darwin, non? Funk-Haley. Non, Darwin il est réputé. Hein. Funk, F-U-N-K, trait d'union H-E-2-L-E-T. Funk, Haley, H-E-2-L-E-T. Charles, il a fait un livre sur la Bible, le maître et les pyramides. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? La Bible, le maître. Et les pyramides. Et les pyramides. Donc, il est né en quelle année ce type-là? C'est les années 1800 et quelques. Ah d'accord, c'est un vieux bouquin. Oui, mais attends, c'est Tasso qui m'a branché là-dessus. Tasso, le fameux Tasso, le philosophe de service. D'accord. Le Dominique Tasso. Oui, d'accord. Alors moi, je n'ai pas cru, vous me connaissez. Mais enfin, j'ai été voir, je me suis farci la Bibliothèque nationale. Hein. Un vieux bouquin. Là. Et je suis tombé. La définition du maître par les Égyptiens a utilisé le nombre 3750. Qu'est-ce que c'est que ce nombre? Or, ce nombre-là, on venait juste de le publier 6 mois avant, avec mon équipe, j'ai une équipe de matheux de haut niveau, là, et on avait publié une propriété extraordinaire du 3750. Ça ne s'invente pas. Donc du coup, j'étais obligé de tout reprendre, parce qu'il s'est trouvé que la définition du maître égyptien est plus précise que celle de la Convention, de 3%. Donc à la Convention, ils ont dit on va présenter le nouveau maître, après qu'ils vont utiliser un maître ancien qui était déjà connu. Ils vous ont trompé. Alors les révolutionnaires, ils ont voulu frimer les mécaniques, et ils ont menti. Et j'ai les preuves. Maintenant, j'ai les preuves de les présenter. Mais enfin, bon, on va tout reprendre au début, parce que là, je vois que vous êtes complètement largués, mais non, jusqu'à présent, non. Toute cette conférence. Jusque-là, ça va. On fera pouce quand on sera vraiment perdu. Oui. Non, mais cette conférence va être basée sur un seul nombre, ce fameux nombre-là. 3750. 3750, ça veut dire rien. 135. Il y a combien de secondes dans l'heure? Ah, peut-être 600. Oui, 3600. Hein. Ah, là, c'est pas loin. C'est 3600 moins 30. Ben non. 3750, c'est 3600 plus 350. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est 3570. Oh, mais elle m'a fait tromper là. 3570. Ah, t'es dyslexique, d'accord. Donc c'est 60 au carré moins 30. Alors attends. 60 au carré moins 30. Ça vous dit quoi le 60 au carré? Ça vient des Babyloniens. Voilà. Alors les Babyloniens, ils ont défini d'abord l'heure. Comment ils ont défini qu'il y avait 24 heures dans la journée? Est-ce que vous le savez? Non, pas du tout. Ben, je sais que la Révolution, elle voulait faire un système décimal pour les heures. Non, les nuits d'équinoxe. Je vous signale que la nuit d'équinoxe, c'était l'année dernière. Hein. Ah, c'est pour ça que je dormais. Il fallait compter les constellations. C'était le premier Vendémiaire, hier. C'était l'an de la République, enfin l'année nouvelle année. Donc autrement dit, les nuits d'équinoxe, ils savaient que le jour était pareil que la nuit. Du coup, la nuit, ils comptaient les galaxies qui tombaient au bas de l'horizon. Ils en avaient compté combien? 12 constellations. Donc ils ont dit il y a 12 heures dans la nuit. Et ils ont dit le jour 12 aussi, 24 heures. Mais une heure, comme c'était long, ils l'ont décomposé de manière pour obtenir des temps minus. C'est l'origine de la minute.
ils l'ont décomposé en 60. Pourquoi 60? Parce que c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 12, c'est 5, c'est très divisible. 60 est très pratique. C'est pour ça qu'il y a eu des bagarres avec c'est vrai, avec les révolutionnaires, elle voulait tout décimaliser, mais oui. système 60 a du bon. Mais alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'une minute, ça semble long, surtout vers la fin. Donc ils ont dit, on va encore décomposer une seconde fois le temps, et c'est pour ça qu'on l'appelle une seconde. Vous n'avez pas réfléchi à ça? Ah oui, oui. Une Ben, seconde y a- fois, donc c'est pour ça qu'on dit une Ben seconde. voilà, alors donc J'apprends, vous n'apprenez j'apprends. rien. Alors dans les écoles, vous n'apprenez rien de bon. Mais je vais te dire qu'on apprend de moins en moins. Alors, ça. Donc il y a un très grave problème d'enseignement. Je vais en parler au Vatican quand on va arriver. Je vais leur dire, la suite de la conférence, ça va être le Vatican et compagnie. Là, ça va aller loin. Hein. Parce que là, ça change tout. Hein. Ouais. Alors donc, je reviens pour Maria, qui est toujours en retard. C'est 20h45. Donc j'expliquais, Maria, j'expliquais ce que c'est que il y a un nuage permanent au sommet du mont, d'un mont en Afrique, là. Et donc, Kilimanjaro, ouais, c'est Kilimanjaro. Hein. 6600 mètres. Bon. Ah, bien. Ah, ben c'est pas besoin de noter. Mais alors, le nuage est fixe, mais là, il y a beaucoup de vent. Parce que d'ailleurs, dans les 7, comment que ça se fait que vous avez quelque chose de fixe dans le vent? Et là, notre ami Jacques va vous expliquer. Oui. Tu as tout compris? Oui, ben, en fait, c'est que il y a l'air chaud qui arrive, et quand il arrive au-dessus de la montagne, il se refroidit, et la condensation produit le nuage, après il s'éloigne, et il se réchauffe. Et il a tout compris. C'est un contrôle des connaissances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un équilibre dynamique. C'est là que tout le monde s'est trompé pendant un siècle. Accrochez-vous. Hein. Vous avez tous vu des nuages au sommet des montagnes, mais jamais vous êtes posé la question, qu'est-ce que c'est que cet équilibre dynamique? Et un autre exemple, qui est plus facile à comprendre, disons, c'est toutes les rivières qui coulent en permanence. Alors, comment ça se fait qu'elles coulent en permanence? C'est que les océans ne gonflent pas. Donc ça, vous le savez. C'est parce qu'il y a un retour arrière. Il y a des nuages qui vont ensemencer les montagnes et qui recoulent sous forme de glace, de ruisseaux, tout ça. Voilà. Donc, je présente ça parce que le cosmos, c'est pareil. Vous avez des galaxies qui fuient, mais ça ne prouve pas que le rayon de l'univers varie. Ils se sont trompés pendant un siècle, oui. vous voulez que je vous dise? Oui. Bande d'andouilles. Ah non, je ne peux pas le dire. Bon, il faut que je saurai mes paroles. Bref. Bon, donc. Alors, il y a quand même trois chercheurs qui ont été voir un film. Ça s'appelait Dead of the Night, un film en anglais. Il s'agit de Fred Hoyle, il y avait Thomas Gold et Herman Bondi. Ils étaient trois. Ils ont vu un film qui était très intéressant parce que la fin du film, c'était comme le début. Alors, le soir, ils se sont rassemblés. Ils se sont dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec la cosmologie? Et là, ils ont imaginé qu'il y avait un régime permanent. Ils ont introduit la cosmologie permanente qui a lutté avec cette théorie Big Bang pendant des dizaines d'années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la théorie permanente était beaucoup plus facilement réfutable. Il suffisait de trouver des choses qui varient dans l'univers pour réfuter. Donc des gens ont cru réfuter cette théorie et tout le monde a cru au Big Bang. Alors que c'était faux. C'était la première théorie qui était. C'est ce que j'ai trouvé et démontré. Je vais vous prouver que le rayon de l'univers, il est invariable. On continue là. Donc, vous trouverez, j'ai fait un nouveau site qui s'appelle Holophysique. Holophysique, ça consiste à remplacer les équations locales de la physique qui sont différentielles, ce qu'avait introduit Newton. Je les remplace par des équations globales qui sont holographiques. Alors, j'ai un prédécesseur, c'était Archimède. Alors Archimède, dans son testament, il a constaté que dans un disque de rayon unité, la circonférence est divisée par l'air, et c'est un facteur 2. C'est pas moi qui parle, c'est Archimède. Ne fais pas cette tête-là, Sylvie, tu connais la surface est-ce que tu connais la surface d'un disque de rayon R? C'est quoi la surface d'un disque de rayon R? De pierre Pierre 2 Pierre 2. Et le périmètre? De pierre. Donc le rapport, c'est, si R est Pierre égal à 1, 2 sur de pierre. si le rapport R vaut 1, ça fait combien? Ça fait 2, voilà. Ah oui. Bon, Ah eh ben, oui.
oui. Figurez-vous que il y a souvent un facteur 2 dans les équations, et ces facteurs 2, les gens n'ont pas vu que c'était 2π sur pi. Bon, non. Attends. Bon, bref, faut pas. Attends, Si, ça, il y a des gens qui l'ont vu. Hier, ça fait pas 2. Si, pour un rayon 1. 2 sur Ah, pour un R. rayon 1, bien sûr. Oh. Regardez, elle n'arrive pas à suivre. Bon, bref, je continue. Alors attention. Donc, suite à mes multiples réflexions, il faut séparer l'univers visible du cosmos. Donc, le cosmos, c'est tout ce qui existe, mais l'univers visible, c'est pas tout ce qui existe. Donc, quand je dirais univers, ça voudra dire univers visible. Alors, qu'est-ce que c'est? Le reste, c'est la matière noire et l'énergie noire. Non, non, c'est pas- parce qu'il y a Non, on va en parler. Il y a c'est- plusieurs univers. on va en- Multivers, voilà. Non, mais ça, on va en parler, c'est autre chose. Bon, oubliez ce que vous avez appris, surtout dans le YouTube et dans Wikipédia. Parce qu'ils ont tous répété des âneries. Hein. Non, mais vous allez, ça va sortir bientôt, là. Hein. Parce qu'ils vont envoyer un James Webb, ils vont envoyer un télescope géant, là, donc deuxième point de Lagrange. Et là, en infrarouge, ça veut dire qu'il va pouvoir capter les galaxies très lointaines qui vont très vite. Comme elles vont très vite, leur décalage, leur rayonnement est dans le rouge. Donc ils vont fouiller l'infrarouge, et qu'est-ce qu'ils vont trouver? J'ai fait la prédiction du siècle, même du millénaire. Au lieu de trouver des bébés galaxies toutes mal foutues, ils vont trouver des belles galaxies toutes rayonnantes. Et autrement dit, là, ça va être le coup de massue final, parce qu'il y a déjà eu un coup de massue, mais ils ont trouvé une échappatoire. Parce que entre les deux théories, il y avait une différence essentielle. Dans la théorie du Big Bang, les galaxies devaient ralentir. Dans l'autre théorie, les galaxies devaient accélérer. Ils ont observé l'accélération. Autrement dit, le Big Bang est déjà réfuté. Mais ils sont tellement truands, vous avez vu l'épisode du Covid, les scientifiques, la plupart sont des truands. Hein. Bon, bah, si, Tu as été vacciné quand même. non, parce qu'ils copient tous, ils sont pas sérieux. J'ai vu, dès que je suis rentré dans la recherche, j'ai vu ça ne marche pas. Vous savez, l'affaire du Covid, bon, si vous venez à la conférence, vous verrez la fameuse Alexandra, là, qui va vous décrire cette histoire de Covid. Mais ce qui se passe pour les sciences dures, c'est 1000 fois pire. Hein. Parce que ça a entraîné tout un monde dans des fausses voies de Big Bang et tout ça, ils nous ont rabâché les oreilles avec ça. Et c'était complètement réfuté dès le départ, autrement dit. Alors, maintenant accrochez-vous, parce que là, c'est assez fort. Donc j'arrive aux conclusions suivantes, après 20 ans de réflexion. Donc l'univers visible, c'est un trou noir non relativiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trou noir non relativiste? Ça avait été inventé à l'époque. À l'époque de Newton, il y en avait qui avaient cherché des corps pour lesquels la vitesse limite est la vitesse lumière. Hein? La vitesse de libération. Donc, un trou noir non relativiste, c'est que la vitesse de libération est égale à c. Quand vous écrivez ça, vous obtenez la condition critique officielle qui fait intervenir R sur 2 en cosmologie. Mais il y a autre chose. Et c'est là que personne n'y a pensé. Bon, même ça, personne n'y a pensé, mais ça c'est que j'ai fait très fort. J'ai dit, l'univers, c'est une particule dans un cosmos. C'est quoi, c'est Une particule. une partie quoi? Une particule Ah, comment? Une particule dans un cosmos. Oui, dans bah, le cosmos. Bah, par rapport à Dieu. Non, ça va loin. Pourquoi? Parce que Pas de provocation. quand vous accouplez ces deux formules, vous obtenez que l'air de l'univers divisé par la surface et la longueur de Planck au carré, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est connu en physique classique, c'est ce qu'on appelle l'entropie de Becquerel et Hawking. C'est le cercle de l'univers divisé par le lambda, la longueur d'onde de particules. Ils n'ont pas vu ça. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas vu? Parce que le lambda en question, je vous signale, la longueur d'onde de l'univers, une masse de 10 puissance 52 kg, la longueur d'onde c'est 10 puissance moins 95 mètres. Hein. Donc, comme ça c'était plus bas que la longueur de Planck, ils n'ont pas considéré. Donc, parce qu'ils ont cru que la longueur de Planck était la longueur limite. Oh, je ne vous dis pas les âneries en série qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu des simplicités essentielles. Alors après, bah vous avez compris comment, vous n'êtes pas bête, hein, vous avez compris comment on calcule le cosmos. On remplace le lambda par LP, on met un autre cercle et on a le rayon du cosmos. Donc dès que vous avez le rayon de l'univers, vous en déduisez le rayon du cosmos par holographie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, oui, alors maintenant, attention. Je vais revenir aux fondamentaux de la science. Le fondamental, c'était Pythagore. Alors, Pythagore, c'est lui qui a fondé la philosophie et la science, la vraie science. Et la musique. Il a lié à la musique. Hein, oui, Bah oui, la musique aussi. C'était lié à la musique dès le départ. Absolument. Ça, c'est important. Il y a un aspect esthétique. Attention, ce que je vais vous raconter sur les noms, c'est très beau. Il y a un aspect esthétique formidable. Bah oui. Bon, donc, attends, essayez de suivre. Si, on n'est pas nombreux. Si vous ne comprenez pas une relation numérique, tout de suite, vous me le dites. Hein. Voilà. Donc, il a dit tout est basé sur les nombres entiers. Et la suite lui a donné raison. Par exemple, le fameux Mendeleïev, là. Vous connaissez l'histoire. On lui a dit qu'il y a plein d'atomes. Bon, il a dit, bon, je vais essayer de les classer. Il a essayé de les mettre par masse. Et puis, ça s'est révélé qu'il y avait une périodicité dans les propriétés. Ça se mettait des colonnes, tout. Le fameux tableau de Mendeleïev. C'est phénoménal, ça. Alors, j'ai fait la même chose que le tableau de Mendeleïev, mais au niveau des grandeurs de la physique. Alors, avant de rentrer dans les détails, je dois vous rappeler un résultat de mathématiques, d'arithmétique. Hein, parce que les gens ont beaucoup joué sur les nombres entiers. Hein, et il se trouve qu'il y a le nombre premier de Lucas, c'est le nombre premier le plus célèbre de l'histoire des mathématiques. C'est 2 puissance 127 moins 1, il y a 38 chiffres. Et ces nombres premiers-là, ils n'ont pas pensé à l'identifier au rayon de l'univers. Alors pourquoi ils ont fait encore cette erreur? Parce qu'il se trouve que la science unifiée de Pythagore a éclaté en de multiples domaines. Et moi, je suis obligé de raccorder tous les bouts, là. Et donc, les mathématiciens se sont séparés des physiciens. Alors, il y avait d'un côté les physiciens qui trouvaient des nombres de l'ordre de 10 puissance 40, et il y avait les matheux qui avaient un nombre de celui-là qui était bien connu. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Oh. Et donc, bon, on trouve, ça explique. Alors voilà, il y a quelque chose d'important. Le rayon de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années-lumière, pas d'années. C'est pas un temps. C'est pas pareil. C'est aussi un temps. Mais... C'est aussi un temps. Non, c'est pas aussi un temps. Non, non, on a Non, les extrapolé un années-lumière temps, sont mais pas en fait, un temps. c'est une distance à l'origine. À l'origine, c'est une distance. Non, c'est pas à l'origine, c'est une distance, c'est sûr. Hein. Mais les officiels ont fait tellement d'erreurs. Ils ont voulu mettre la relativité là-dedans. Ils se sont mélangés les bretelles entre l'espace et le temps. Par exemple, ils font C égale 1. Mais l'espace, une fois j'ai dit dans une conférence, mais l'espace, c'est pas du temps. Non, mais si vous prenez un théoricien, pour lui, l'espace n'a aucune différence. Non, 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 écoute, Francis. Dans la métrique de Minkowski, c'est pas la métrique d'Euclide, n'est-ce pas? C'est C2 qui est 2 moins X2 moins Y2 moins Z2. Alors que la métrique euclidienne, ça serait plus. On sait très bien que c'est pas pareil. C'est un artifice mathématique. Oui, mais attends, même Eddington qui était dans l'avance. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. Bien sûr. Voilà, alors, Même Eddington, il y en a il a qui fait extrapolent abusivement. Non, même Eddington qui était en avance, parce que Eddington avait calculé ça, je vous signale par un autre moyen. Je vous expliquerai si vous voulez. Eddington avait donné la bonne valeur. Hein. Mais il avait fait C égale 1 dans ses formules, donc il n'a pas pu s'apercevoir que C disparaissait. Parce que moi, quand je suis arrivé, ah oui, je vous rappelle, hein, regarde, écoutez, on en a marre, je l'ai dit 1000 fois. Quand je suis arrivé, j'ai eu une année sabbatique. Parce que j'ai eu une année sabbatique parce que j'aurais dit arrêtez de vous pédaler dans la choucroute. Du coup, pour m'embêter, ils m'ont donné une année sabbatique. Que tu as mise à profit. Bah, au bout de 3 minutes, j'avais le rayon de l'univers. Comment j'ai fait? Mais j'ai enlevé le C, moi, parce que c'est très important. C'est que si vous imaginez que l'univers est en interrelation comme un organisme humain, on va y revenir, parce que la biologie n'a plus impliqué. Il faut absolument dépasser la vitesse C. Je donne un exemple. Ils ont envoyé des sondes sur Pluton, et là c'était la galère. 4 heures d'aller et 4 heures de retour de lumière. Alors que quand vous voulez piloter le bazar, vous envoyez une commande, il fallait attendre 8 heures que la réponse arrive. Ça fait long, hein, surtout vers la fin. Bon, excuse-moi, Francis, mais c'est beaucoup plus que 4 heures. Pluton, c'est 4 heures. Pluton. Tu vérifieras. Pas plus? Non, mais c'est déjà. C'est pas assez long, 4 heures.
Oh, Mars, c'est combien? Le soleil, c'est un quart d'heure. C'est c'est 8 minutes le soleil. Non, Oui, le soleil, huit c'est minutes. 9 Oui, là. 8 minutes. La Lune, une seconde. Combien? Voilà. La Lune, une seconde, oui. Non, mais plutôt c'est 4 heures, note-le si tu sais pas, Oui. Bob. Moi, il me semblait que c'était un mois ou plusieurs mois. Oui, oui, moi Ah aussi. non, c'est pas si loin que ça. Attends, c'est le système solaire quand même. C'est Non, mais Uranus, alors, moi je connais Uranus, c'est 9600 secondes. C'est 2h40 minutes. Je connais parce que Allez, hop. c'est le temps de cutoff. Le temps de... Attention, Uranus c'est très spécial. Il y a Neptune et puis il y a Pluton et c'est ça. Oui, mais La Uranus, distance varie suivant le carré de. Uranus c'est déjà 2h40. Donc Pluton c'est un peu plus grand, enfin beaucoup plus grand en fait. plus long. C'est plus Pas long. grand. Enfin, bon, Pas c'est grand. détail. Pourtant, c'est pas grand. C'est... Bon, d'accord. Non, peu importe, c'est un détail. Bon, peu importe. Bon, alors voilà, donc, ça c'était important de vous montrer combien la science a éclaté en petits bouts. Les matheux parlent plus aux physiciens et réciproquement. Tout était travail. Bon voilà, donc, donc j'insiste pour notre amie Sylvie, ce n'est pas un temps, la distance est invariante et il n'y a pas d'expansion de l'univers. On vous a rabâché des bêtises. Hein. C'est pas parce que les galaxies fuient que l'univers gonfle. De même pour les fleuves. De même que les fleuves. Que les fleuves, voilà, note les fleuves. T'as qu'à dessiner un petit fleuve. C'est un équilibre dynamique. Voilà. Alors, bon, je vais vous montrer les preuves. Possible, hein. Alors, voilà, récession galactique, c'est un équilibre dynamique. Les galaxies fuient hors de l'horizon, ils sont remplacés par des bébés galaxies. Et quel est le taux de remplacement? Ben, c'est un neutron par siècle dans le volume d'une cathédrale. Donc là, j'espère que vous allez vous rappeler vos prières. Hein. Parce que c'est une grandeur qui est anthropique. Parce que c'est facile à concevoir. Oui, oui. Donc, durant votre modeste existence, hein, si vous viviez dans une cathédrale, bon, évidemment, vous êtes un prêtre. Bon, les prêtres qui vivent dans les cathédrales, au bout d'un siècle, ils ont vu apparaître un autre. Si c'est correct, 3,7 heures. Plutôt. Correct. Ah, t'as la valeur exacte. Merci. 3,7. Bon, C'est pas moi, c'est Google. mais non, mais ils avaient arrondi à 4. Donc c'est 3,7. Ah, c'est pas si loin que ça alors. Bon, bref. Donc, non, mais là, un peu de respect pour les. C'est pas Bon, un- attention, parce que je vais vous bombarder avec des grandeurs anthropiques. 5 milliards de kilomètres, Jean. Comment? Oui, d'accord. 3 heures, c'est un peu. Oui, Oui, avec les langues. remarque, c'est bien, j'aime bien qu'on vérifie les calculs. Hein. Parce que moi, mes calculs. Ah, voilà, je donne un autre exemple. Quelle est la densité moyenne dans l'univers? Un atome par kilomètre cube. Non, c'est un atome par coudée cube. Ah, Coudée cube. ah c'est quoi? Est-ce que. Ben, Par quoi, le temps? coudée, c'est ça. Hein. Ah bon? Non, mais ça va loin. Attention, parce que je vais faire le rapport avec les coudées égyptiennes. Hein. D'accord. Ben, c'est la cousine du roi d'Angleterre ou du roi de France? Non, mais là, bon, disons que c'est de l'ordre de 0,6 mètres. En Là, vrai. c'est pas très précis. En Hein. vrai. Les anneaux en Ah, coudée, ah, les ouais. Égyptiens, c'est marrant. C'est... Mais On est dans c'est les intéressant. Non, mais c'est une donnée anthropique, c'est-à-dire que vous avez le volume d'une coudée, ben, c'est un volume comme ça. Hein. Donc c'est un volume qui est facilement perceptible aux humains, comme vous. Comme un pied. Ouais. Voilà. Et il se trouve qu'en moyenne, vous avez un atome d'hydrogène là-dedans dans l'univers. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. C'est en moyenne, hein, parce qu'il y a des espaces pratiquement. Non, mais c'est la moyenne. Non, mais la moyenne compte. Ça veut dire que c'est encore une donnée anthropique. Alors, ceux qui avaient établi le principe anthropique, il y en a qui n'ont rien compris. Parce que eux, ils ont tout basé leur raisonnement sur un univers qui On est gonfle. fin sur- Alors, attention, ça, je sais, c'est important. Comme leur univers à eux gonfle, ils ne peuvent pas appliquer le principe holographique. Ils l'ont dit, on ne peut pas appliquer le principe holographique, l'univers fait ça bouge. Donc ils se sont eux-mêmes coincés. En plus, ça a été réfuté par l'accélération. Ils ne veulent pas l'admettre, têtu comme des bourriques, mais je vous dis, bientôt le télescope, il va mettre tout le monde d'accord. Hein. Mais Ils vont constater que j'avais raison depuis le début. est-ce que ça, excuse-moi, mais est-ce que ça a un sens, une notion de moyenne, quand en réalité il y a des endroits comme la Terre où c'est quand même un peu plus dense, et puis le vide à ça- côté. non, Ou alors mais est-ce que en à l'échelle science- des atomes ça fait tellement peu en de différence science, on que aime la bien Terre faire et le des- vide c'est pareil? Non, mais en Je sais science, pas. Non, mais à grande échelle, l'univers est homogène et isotrope. Hein, c'est une théorie, voilà. À grande échelle, Oui, là, c'est ce qu'on montre, là, sont deux plans qu'à grande échelle. Ah oui, ça c'est vrai, l'univers est ouais, c'est une homogène bonne et remarque, isotrope. oui, il a raison. Mais à petite échelle, il y a des tas de Oui, variations, etc. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, ils ont fait une autre erreur, hein, Francis.
Ah, C'est que je crois, je recherchais sur Internet, je prépare un article là-dessus, qui n'ont pas tenu compte de la variation, de l'effet de la gravitation sur la vitesse de la lumière. Parce que si tu prends, si tu prends une boule de matière et tu prends une onde lumineuse qui sort de la boule, eh bien elle va être freinée par la gravitation. Ça a été calculé par Einstein. Bon. Or, je ne crois pas qu'on en a tenu compte. Il y a un effet de la gravitation. Quand on dit que les galaxies vont de plus en plus vite, comment on le sait? On le sait par le décalage, donc c'est lié à la vitesse de la lumière. Mais on n'a pas tenu compte. Je regardais sur Internet rapidement, je ne suis pas un spécialiste. Dans les calculs, ils n'ont pas tenu compte de l'effet de la gravitation. Bon, on va sur la regarder vitesse ça, de la lumière. c'est un détail. Il y a plein d'erreurs là. C'est un détail. Oui, alors bon, on revient. Donc voilà, je reviens à mon Annapurna. Hein. Ah non, c'est pas là. Kilimanjaro. Bon, vrai. J'espère que ce coup-là, vous n'allez plus gober les expansions de l'univers dont vous a rabâché. Hein. Bon, ouais. Alors, je continue. Alors, il y a un nombre qui s'appelle le 137. Oui. Alors, C'est longtemps que je ne l'avais pas entendu. d'où qu'il sort? Non, mais attends, accroche-toi, quoi. Hein. Parce que le 137, ils ont découvert un nombre. Quand ils ont introduit la constante de Planck, ils ont vu qu'une force électrique, ça s'écrivait sur la forme h bar c, donc deux constantes physiques, divisé par r au carré, et il y avait un nombre pur, c'était 137, et il y a des virgules, mais ils se sont polarisés sur 137 parce que ce nombre, il est bizarre. Parce que c'est un nombre premier. Alors, Eddington l'a justifié dans des matrices, tout ça. Il a dit que c'est la somme des 16 premiers nombres, hein, il travaillait sur des matrices 16-16, plus une unité. 136 plus 1. Mais j'ai regardé dans la Bible, et d'ailleurs, en fait... Ben, c'est moi qui ai appris ça. Non, tu m'as appris une fois. Oui, mais ta somme m'a appris les 3 autres fois que tu as raté. D'accord, ok. Oh. Mais 127 apparaît 3 fois dans la Bible, ça tu ne sais pas. Bon, on s'en fiche pour l'instant. Bah si. Ah oui, c'est important, on va voir. Alors maintenant, tenez-vous 137, bien. Peut-être plus, peut-être plus, il Alors, faut chercher. Peut-être même plus. C'était Peut-être connu dans plus l'Antiquité. que Ces nombres étaient connus dans l'Antiquité. Voilà, ces nombres étaient connus. 137 ou 127? Oui, mais 137 et 127. voilà. Ben, Oui, il mais expliquer, alors, Francis. Voilà. oui, mais les physiciens, il y a eu encore une séparation. Physiciens, il y avait en particulier, comment s'appelle l'autre là? Il y en a un là. Je ne me rappelle plus son nom, bref. Bon, un grand physicien connu. Jusqu'à son lit de mort, il a fait poser la question d'où vient le 137. Julian Schwinger. Non. Et en plus, sa chambre funéraire, c'était le numéro 137. Enfin, bref. Non, 137, enfin, c'est pas 137, mais A, là, A qui est plus ou moins 137, a été introduit pour la première fois, dans, je crois que c'est 1917 ou 20 par là, par quelqu'un qui étudiait la structure fine. Mais non, c'est des détails ça. Ouais, ça y est, voilà. Non, alors, non, si. À l'origine, c'est ça. Non, à l'origine, il apparaît dans la force électrique. Non, Tu t'es trompé, là. À l'origine, c'est venu quand on a cherché à introduire la relativité dans la mécanique quantique, on a cherché à comprendre la structure fine des règles d'hydrogène. Non, ça c'est un calcul accessoire. Non, alors c'est là que c'est introduit. Non, c'est un calcul accessoire que tout le monde a cru que c'était important. Non. Ce qui est important, c'est la force de la forme h bar c sur 137 R2. C'est beaucoup plus important. Ça, c'est venu après. Non, c'est venu tout de suite avant. C'est venu pour la première Non, fois. disons, voilà, un autre exemple. Encore C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord là-dessus, on va avancer. Mais non, mais je sais pas qu'on n'est pas d'accord. Mais non, mais il ne faut pas l'écouter. Je vous ai expliqué, lui, il ne faut pas l'écouter parce qu'il déconne. Bon, ce qui se passe, c'est que, effectivement, cette constante-là est apparue à des puissances supérieures dans les calculs de règles, puissance 5, 6 et 7. Hein. À l'origine, Donc, c'est la. et donc ils vont appeler constante de structure fine. Voilà. Mais c'était idiot. Exactement. Ben, c'est la constante électrique, il n'y a rien à voir. Oui, mais ça, on l'a pris après. Non, c'est beaucoup plus général que là. On ne connaît rien. Il faut connaître la genèse Non, ben, chronologique des événements. non, mais ta genèse n'est pas bonne. Parce que vous avez trompé tout le monde avec cette constante de structure fine. Qu'est-ce que ça veut dire, constante de structure Non, mais on va fine? pas se- on va C'est la pas se- constante électrique. on va C'est pas lié se- à la charge électrique. Bien sûr. Non, mais il m'énerve. Faut pas qu'il vienne Bien à sûr que c'est ça. lié à la charge électrique, bien sûr. Francis, Bien sûr que c'est. on va avancer. Attends, Mais non, mais la formule est simple. H bar Non, C non. sur 137 R2. Francis, ce qui est très important dans le 137, beaucoup plus important que la structure fine de l'atome d'hydrogène, beaucoup plus important, c'est que c'est autre chose. Mais à l'origine, celui qui l'a introduit ne savait pas que c'était ça. Bon, ça va. Mais c'était antérieur. Ça va. n'est-ce Mais pas? non. Bon, alors Voilà. bon. Alors on arrive. Alors voilà. Alors quelle est la Il y a relation? avant, il y a après. Alors donc je vais vous rappeler une propriété des nombres qui ont été étudiées. Là on est dans l'arithmétique. Il y a certains Mersenne
c'était un amateur des nombres, et il s'est intéressé au nombre de la forme 2 puissance n, c'est-à-dire 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vous multipliez plein de nombres 2 et vous enlevez l'unité. D'accord. Alors, le nombre avec les 2, il est très divisible. Mais si vous enlevez une unité, des fois, ça fait un nombre premier. Et il y a des propriétés extraordinaires qu'ils ont étudiées. Alors, quel est le plus simple? 2 puissance 2 moins 1, c'est 3. Ah oui, c'est premier, 3. Donc c'est un nombre de Mersenne. Ça c'est connu, c'est la Trinité, c'est la Trimurti, c'est dans Alors, toutes les traditions. Si je continue, 2 puissance 3 moins 1, ça fait 7. Ça aussi c'est connu dans toutes les traditions. Bon, oui, mais si je continue 2 puissance 7 moins 1, 127, c'est aussi le premier. Alors celui-là il apparaît dans la Bible à 3 reprises. Ah tiens, il faut que je le signale. Alors, par contre, si on fait les sommes, 3 plus 7, est-ce qu'il a quelque chose de spécial, 3 plus 7? Et qu'est-ce qu'il a de spécial, le 10? C'est la base du. T'as bien fait de système venir. numérique. T'as regardé tes mains? Ouais, Est-ce que t'as regardé tes mains? Oui. Bon, ben c'est 2 fois 5, un gros malin. Oh, t'es un batteux, fais attention. c'est- Bon, ouais. Donc il y a une relation, il y a une très belle relation entre les nombres 2, 3, 5 et 7. C'est 3 plus 7 et 2 fois 5. Mais c'est fondamental, ça. Alors personne n'a rien vu. Bon, bref, alors, donc je continue. Alors, voilà. Alors, est-ce que c'est vrai, ce mensonge-là? Non mais 127, tu vas pas parler 127. On verra après. Alors, je vous explique là. Il faut retourner. Ceux qui n'ont pas été en Égypte, absolument que vous y alliez. Parce que j'ai emmené Oya en Égypte, et quand elle est arrivée là, je lui ai forcé à compter les colonnes. Il en manquait 3. Ben non, c'est pas Ça des colonnes, c'est faisait, ça des faisait pylônes. 124. C'est 134 en fait. C'est des pylônes. J'en compte 124. Non, mais attends. 137 est un nombre Je crois que impair. c'était la cabine 134. 380. Attendez. Mettez-vous à la place, non, mettez-vous à la place du prêtre égyptien 134. qui a voulu représenter 137, parce que c'est ça le but. Ceci est un message numérique. Alors, actuellement, là, les Américains, ils envoient des messages dans l'espace, alors qu'ils n'ont pas foutu de lire les messages qu'ils ont sur la planète. Bande de... non, faut pas le dire. Non, mais franchement, moi, ça me réjouit. Mais non, mais ça voit que c'est un message numérique. Tu arrives dans une salle, il y a plein de colonnes, qu'est-ce que tu fais? Tu les comptes. Oh, Faut pas oublier que Pythagore a été initié en Égypte. Hein. bon, on le sait. Et Euler et Euclide était égyptien, ça on sait. Bon, On on sait. dit les Grecs, Bon, mais tout t'as vient fini de dire des d'Égypte, banalités. Va. Et qu'est-ce que c'est le message? Tout vient d'Égypte. Ah, attends, qu'est-ce que c'est le message de l'Union? Ben, le message est important. Hein. Accrochez-vous. Là. Et Cléopatra elle était grecque, non? Bon. Non, elle était égyptienne. Et Moïse était égyptien en réalité. Tout le monde le sait. Alors, je vous explique. Parce que là, c'était tellement clair. Si vous voulez représenter un nombre impair sous forme d'architecture, il faut quand même que vous respectiez l'axe divin, parce que là, c'est l'axe du soleil, hein, c'est est-ouest. Hein. C'est ce qu'on appelle l'axe divin. Ils étaient bien alignés, parce qu'ils adoraient le soleil, ben, c'est normal. Hein. Ouais. Ah, pas tout ça, c'est à Donc- quel temps? C'est à quel Donc si vous voulez, vous êtes obligé, si vous avez un nombre impair, vous êtes obligé d'enlever un nombre impair pour avoir un nombre pair. Donc là, ils ont enlevé le 3 qui était à l'origine. Je vous rappelle, à l'origine du 137, c'est le 3. Hein. Donc ils ont enlevé le 3, ils sont pas bêtes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 3 pylônes. Alors, il y a le premier pylône qui n'est pas dessiné, deuxième pylône, troisième pylône. Donc après le premier pylône, il y a une cour qui ne sert à rien, il y a des sphinx, bon, des machins. Et vous arrivez dans le deuxième pylône, le pylône c'est des grandes portes. Hein. Vous arrivez, et là, il y a plein de colonnes partout, et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont affolés, ils tournent dans tous les sens. Voilà. Et bien j'ai dit à Oya, tu comptes les colonnes. Alors, là, quand vous arrivez là, il y a un total de 16 colonnes ici, 2 fois 8. Mais le 8 est séparé en une grosse et 7 petites. Enfin, les petites sont déjà... Alors, j'ai envoyé Oya, est-ce que tu as compté les colonnes sur le côté? Tu as compté? Tu avais dit il y en a 7. Elle a vérifié qu'il y en avait 7. Bon. Alors, pourquoi 7? Qu'est-ce que je fais? Parce que 7, c'est 8 moins 1. Je signale. 2 par 2 par 2, ça fait 8. Moins 1, ça fait 7. Donc le 7 a des propriétés arithmétiques fantastiques. Voilà. On trouve partout. Bon, ouais. Ils n'ont pas vu ça, donc voilà, autrement dit.
Donc autrement dit, voilà. Alors, donc, est-ce que c'est tout comme message? Non, parce qu'au centre, vous avez deux rangées de 5 colonnes chacune. Hein. C'est le fameux 2 x 5 de ta main. Bon. Mais ici, il y a un axe. C'est l'axe royal. Donc, il y a l'axe divin et l'axe royal. Et l'axe royal sépare le 5 en 2 plus 3. Donc 5 égale 2 plus 3. Est-ce que c'est intéressant? Ah oui. C'est le seul cas où il y a 3 nombres premiers qui se suivent, qui se correspondent par addition. Parce que les autres nombres pairs, il n'y a que le 2 qui est pair et premier. Donc 2 plus 3 égale 5, c'est fondamental et c'est la base de la musique, je signale. La base de la musique est basée là-dessus. Ils n'ont rien vu, ceux qui ont fait les musiques. Ils n'ont rien compris. Ah ouais. Alors, il y a quelque chose de très intéressant mais sur la paroi, il y a une colonne qui est immergée dans le mur, sans doute. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est clair. C'est clair. Ça représente la monade. Ça représente l'unité. Donc quand vous enlevez 1, par exemple, quand vous partez de 6, vous enlevez 1 pour avoir le 5, c'est ce qu'on appelle justement un nombre parfait. 6 moins 1, ça fait 5, 2 plus 3, mais 2 fois 3, 6. Et ils adoraient les nombres parfaits. C'est pour ça qu'il y a 6 jours dans la semaine aussi. Il y a plus de 7, hein. Vous n'avez pas compris ça? Pourquoi il y avait 6 jours? Il y a 7 jours dans la semaine. En mais Égypte, l'autre, peut-être on pas. compte pas. En Ah, Égypte. si, l'autre, Non, l'autre, il faut se reposer. Le 7e, c'est le jour du sabbat. Il faut se reposer. Ben voilà. Mais la semaine, c'est Ça 6 vient jours. d'Égypte, Non, ça mais aussi. tu t'arranges avec les ouvriers qui vont travailler toute la semaine. Hein. Des fois, il y en a qui ne travaillent que 5 jours. C'est vrai, bon, ouais. Bon, alors, est-ce que c'est vrai ce mensonge? Ben oui, puisque là, il y a 7 x 4, 28. Vous avez le deuxième nombre parfait, c'est 28. Et 28, c'est quoi? C'est la lunaison. Ah, c'est 28 et demi. Mais enfin. La lunaison, c'est 28 et demi. C'est en plein, presque 20 heures. Bon, Oui. d'accord. Ah, c'est pas un nombre entier. Hein. Non, c'est vrai. Et ça change. Et ce qui est curieux, c'est que le cycle de la femme suit la lunaison. Ça, c'est incompréhensible. Ah, c'est intéressant ça. Ça, je ne vais pas regarder ça. Et la Lune, c'est... D'où notre nature Bah, c'est divine. bien. Et la Lune s'éloigne de la Terre de 4 cm par an. Ah, bravo. Bah, vaut mieux qu'elle s'éloigne que le Donc ça contraire. change. Non, mais attends, chipote pas, toi, hein, parce que là, tu vas tomber par terre. Regarde, alors là, il y a 28. Et ici, devinez combien il y en a? 33. Qu'est-ce que c'est que ce 33? Ben, 33, c'est le numéro d'ordre de 137. 137, c'est le 33e nombre premier, comme par hasard. Bon, il y a beaucoup de hasard là-dedans. Bah, c'est l'âge de la mort d'Alexandre et du Christ. Bon, bref, alors, bon. Officiellement. Alors, le 7. Alors, le 7 est vraiment bien représenté, puisque vous avez 7 ici, et C'est ici, rectifié. vous avez aussi 40. 7, comme étant 4 plus 3. C'est-à-dire, vous avez ici un carré de 7 par 7. Donc, l'architecte a vraiment insisté sur le 7. Parce que dans aucun monument, vous avez des colonnes égales qui sont lourdes à faire. Hein. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a que là, hein, on voit bien que 7, c'est 8 moins 1. La monade est représentée là par une grosse colonne centrale. Donc voilà, autrement dit, bon, pour résumer, ce message numérique évident, pour quelqu'un qui réfléchit 5 minutes, ce message numérique évident, ils n'ont pas été foutus, tous les physiciens, qui s'interrogeaient sur 137, ils n'ont pas été foutus de faire le rapprochement. Alors, comment dire, Francis, une question. Tu as dit que c'était le temple d'Amon à Karnak, c'est ça? Ouais. Il ne faut pas oublier que le culte solaire a commencé avec Aton, qui voulait supprimer le culte d'Amon, justement. Tu vois. Bon, d'accord, C'est ça pas, c'est des pas de solaire ou de... D'accord, ça c'est des détails historiques. Non, hein. c'est l'histoire de l'Égypte. Alors après, ah oui, alors maintenant attention. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'histoires sur les pyramides, surtout la grande pyramide. Ils ont trouvé le nombre d'or et le nombre pi. Parce que la section de la pyramide, effectivement, hein, si vous prenez la demi-base, là vous prenez 1, c'est racine de phi, et donc l'hypoténuse c'est phi. Parce que la propriété du nombre d'or, c'est phi 2 égale phi plus 1. Vous savez ça. Le nombre d'or, attention, il est Alors, c'est quoi? très important. Hein. Pi 2 égale quoi? Phi 2 égale phi plus 1, vous savez? Pi 2. Phi 2. Phi. Ah, Pi 2. Ah oui, bien sûr. Ben, évidemment. Et alors, donc, autrement dit, et il y a autre chose, c'est que racine de phi, ah ça c'est moins connu. Racine de phi, c'est voisin de 4 sur pi.
C'est 1,27 d'ailleurs. C'est 127 divisé par 100. Bon, ça, ça, il est clair pour moi, bon, j'ai bien regardé, que c'était volontaire. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais les relations, vous faites de la numérologie. Hein. » Bon, alors moi j'ai mis tout le monde d'accord. C'est que j'ai regardé la hauteur de la pyramide. Elle est tronquée du sommet. Il manque 8 mètres. Il manque 8 mètres 50. Hein. Ça, vous n'avez pas remarqué qu'elle était tronquée. Les autres diméradiques sont pointus. Celle-là, ils l'ont rabotée. C'est pas l'érosion. Non, ah non. 5000 ans, 4000 ans. Mais non, mais oui, puisque les autres sont pointus, essayez de suivre, Bob. Pourquoi ça fait 138 mètres? Alors j'ai calculé le volume, moi je suis pas idiot. Donc j'arrive, je prends la hauteur de la pyramide, je prends la surface, c'est un carré de côté 230 mètres. Je divise par 3. Le volume du pyramide, c'est la hauteur par la surface, par la base, divisé par 3. Note-le, Sylvie. Oh, mais t'étais pas bonne. Ça c'est du niveau seconde. Hein. Oui. Oui, mais ça fait 138 par 137 au carré, tout le signal, en mètres cubes. Hein. Attends, c'est sans unité, j'imagine. Hein, C'est mètres cubes, là. Mètre cube, hein, mètre cube. Non, mais non, mais écoute, si c'est en mètres ou en pieds ou en pouces, il faut que ce soit des grandeurs sans unité. L'intérêt de 137, c'est que c'est un nombre pur. Et là, tu n'as pas des nombres purs. Non, mais là, c'est des mètres cubes, j'ai oublié de le mettre. C'est la- Oui, c'est mais des mètres mètres cubes, c'est oui. C'est la pyramide de Il y a Khéops. des unités. Puisque A c'est en mètre, Mais si tu mets ça en Khéops, pieds hein, cubes c'est- ou en pouces cubes, ça sera autre chose. 137, c'est un nombre sans unité. Mais C'est on un le nombre sait. pur. Voilà. Oui, mais là, Là, quand ça- mais ça veut dire qu'il connaissait le mètre. Bah, ça, je sais c'est pas, la- alors là, tu exagères, il connaissait le mètre. Bon, Ah, ben c'est l'objet du débat. est-ce qu'il connaissait le mètre? Ouais, bah, alors attention, je vais vous démontrer, accroche-toi bien, hein. Je vais vous démontrer que la précision du mètre égyptien était meilleure que celle de la convention de 3%. Mais le mètre, ça a été établi à la Révolution. C'est ce qu'ils ont dit. Bande de menteurs. Toi, t'as tout gobé, l'autre. Ben, c'est l'Amérique. Mais c'est peut-être Napoléon en Égypte qui a découvert qu'il connaissait le mètre. Donc Napoléon, c'est un copieur. Non, Il a mais t'as copié vu, les t'as vu. Égyptiens. Non. T'as vu, C'est après qu'il a été en Égypte. Non, alors, Bob, t'as raison, au début, je voulais pas y croire. Je me dis, c'est pas possible, on peut pas nous mentir à ce moment-là. Vous allez voir la suite. Oh, la suite, mes pauvres enfants. Hein. Alors, bon, là, ah oui, alors là, c'est le... Bon, là, c'est le... Alors, oui, ça, je vous explique ce que j'avais fait là. Non, là, tu passes du coq à l'âne. On aime bien. Alors, il faut lui expliquer pourquoi les Égyptiens. Oui, bah, on y arrive, attends. Ah bon, d'accord. On y arrive, mais là, je voulais vous simplement vous rappeler vite fait que là, j'avais établi, moi, j'avais essayé de ranger toutes les grandeurs cosmologiques et microphysiques sur un seul schéma, et j'avais trouvé une droite, et pour ça j'avais trouvé le rayon de Hubble là. Bon, on va revenir à cet axe. Voilà. Bon, mais ce qui est très important, c'est que dans cet axe cosmique, les premiers nombres, c'est 2, 6, 10 et 14. Bon. 2, 6, 10 et 14. Et ça, je vous signale que c'est des nombres qui sont connus dans le tableau périodique des éléments. Absolument. C'est le remplissage Ouais. des couches. SPD, des couches F. électroniques. Voilà. Ah, je vous donne un exemple. Vous connaissez la couche 2. Première couche, c'est hydrogène, hélium. Est-ce que vous connaissez d'autres couches qui vont... Oh, tu connais même pas les... Mais c'était composé de carbone, d'azote et d'oxygène. C'est la deuxième couche. Attends, tiens, une couche aussi. Bref. Donc, et le carbone, c'est 6. Et le CO2. Voilà, le carbone, c'est 6, comme par hasard. Le carbone, c'est le nombre de protons, nombre parfait. Après, vous avez l'hydrogène 7 et l'oxygène 8. Donc l'hydrogène, c'est l'oxygène moins 1. Donc là aussi, on a des relations. 6, 7 et 8. Et alors vous avez dit, mais le phosphore, c'est la couche d'après. C'est 15. Mais 15 est spécial parce que 3 x 5, 15, égale 2 x 7 plus 1. On retrouve encore, autrement dit, si vous voulez, dans les petits nombres, il y a des relations extraordinaires que les gens n'ont pas vues. Voilà, donc. Mais ce que tu as dit tout à l'heure sur la nombrologie ou la numérologie, moi j'ai montré le site, le nôtre, à un copain qui enseigne la physique, et il m'a dit oh ça c'est de la numérologie. Oui, voilà. Non, là, Francis a raison. Ouais, Francis a raison. La tout le différence monde a entre pu la changer numérologie ça. et la nombrologie, c'est que la numérologie utilise des nombres ordinaux, par exemple le 29 à l'Italie, le 31, il n'y a pas de relation.
Alors que la nombrologie, c'est un mot qui a été inventé par Francis, mais il a raison, utilise des nombres cardinaux. Mais comment il s'appelle Comment il Il s'appelle y a la pour que différence pas entre les nombres ordinaux et les nombres cardinaux. Comment? Non, mais tu l'envoies à Carnac. C'est en douille, là. Les noms, mais chaque colonne, c'est un Non, non, mais je veux dire, il y a des gens qui pensent ça. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais Il y a- je il y a- t'explique une chose. Quand on était à Taïwan, Ouais. il y avait un bus qui nous amenait de Doté à la salle de conférence. Le numéro du bus était 137. Bon, Je d'accord, pensais à ouais. Francis. Oh, Je bon, me dis, bah, d'accord. ça c'est de la numérologie, donc il a bien Bon, compris que c'est pas d'accord. pareil. Bon, ça n'a rien à voir. Bon, alors donc, je continue. Ouais. Oui, c'est le bus 137. Alors, je vous signale que 1836, c'est aussi un nombre important. C'est le rapport de masse entre protons et électrons. Personne ne sait d'où ça sort. Alors, quand vous parlez si tu parles avec ton physicien foireux, là, si, parce que non, mais c'est pas de sa faute, il a été élevé comme ça, Bob. Mais ils sont foireux. Parce qu'ils vont dire, ah oui, mais le proton est constitué de 3 quarks, c'est très compliqué, et la masse nécessite des calculs énormes. On ne peut pas donc assigner aucune propriété au 1836. Erreur. Quand on regarde mon axe topologique, je vais vous détailler les trucs, il apparaît que ça sépare bien, c'est 12 fois 153. Mais qu'est-ce que c'est que ce 153? Alors ça, il faut relire la Bible. Alors là, vous allez voir, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? 153 apparaît comme un nombre très important. Et dans la Bible, à un moment donné, Jésus arrive près d'un lac, le lac de Tibériade. Et il cherchait à pêcher des disciples. Mais il y avait des pêcheurs de poissons.